Bonjour tout le monde, bon matin. Bienvenue, sur ce nouveau live, Métier My Future. Je me présente, je m'appelle Marion. Je serai animatrice de ce live, durant les 45 minutes, 1 heure qu'on va passer ensemble. Mais évidemment, je ne serai pas seule et aujourd'hui, on reçoit Hugo, qui est ouvrier charpentier. Salut Hugo, tu nous entends bien? Oui, OK. Tu es prêt à faire ce live ensemble, détendu? Ouais? ouais, OK. très OK, super. Donc Hugo, comme je le disais, tu es ouvrier charpentier, dans une CAE. C'est quoi une CAE? alors une CAE, c'est une forme de coopérative OK. où, au lieu d'être, chacun indépendant en micro-entreprise, on est tous indépendants au sein d'une même coopérative. D'accord. Donc, la coopérative, elle nous permet pour, gérer notre administratif, nos factures et de notre côté, nous, on a juste à trouver nos chantiers, les faire, les vendre OK. et en plus, ça nous permet aussi d'avoir un salaire et non pas, une rémunération au bénéfice. D'accord, OK. Bah, merci pour cette explication. Je ne connaissais pas du tout ce système, c'est hyper intéressant. Pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir, à faire des remarques, enfin voilà, vraiment, interagir avec nous et Hugo essaiera de répondre, bah, au mieux qu'il peut. Donc Hugo, on va essayer d'expliquer ton métier, même si à peu près tout le monde sait ce que c'est que la charpente. On ne sait pas forcément dans les détails. Donc est-ce que tu peux expliquer ton métier comme si tu l'expliquais à ta grand-mère, par exemple? Alors, mon métier, c'est de construire des maisons en bois. Donc, on résume souvent la charpente à la Mmh. toiture. C'est une fausse idée. La charpente, c'est le bois dans la maison. Donc on peut partir de la dalle, les murs, la toiture et tous les éléments en bois structurels qui font partie d'une maison ou d'un bâtiment. D'accord, OK. Effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à penser juste à la structure, au toit et cetera. On va regarder plus en détail, en quoi consiste vraiment ton métier, différentes étapes, différents aspects. Alors, dans un premier temps, il y a la conception. Comment ça se passe le processus de conception? Alors, le processus de conception, ça va être de venir prendre, l'envie, l'idée du client, de l'architecte et de la transformer en quelque chose de structurellement possible. D'accord. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on peut faire et ce que les clients veulent. D'accord, oui, oui, Donc nous, j'imagine. pendant la conception, on va trouver le moyen le plus économe en bois, le qui ressemble le plus à ce que veut le client et en même temps structurellement le plus, cohérent. D'accord. Pardon, excusez-moi. Donc il y a l'aspect, choix du bois aussi qui est très important. Du coup, cette sélection du bois, j'imagine qu'elle se fait, bah, du coup, en fonction de l'étape, conception? Oui, alors ça va aussi dépendre de l'exposition aux intempéries, de la structure, si on est en extérieur, en intérieur, si on est abrité, milieu humide, du budget, de l'aspect voulu à la fin, si c'est complètement invisible, ou si ça va être apparent. Et ensuite on va avoir, la résistance, que ce soit au niveau structurel ou même, d'un point de vue, aux insectes. Moi, je vais utiliser des bois qui sont naturellement résistants. OK. Sinon, on peut utiliser des bois qui vont être traités énormément. Et vous faites comment pour les traiter du coup, enfin pour rendre un bois peu solide, plus solide? Alors, il y a des traitements par imprégnation qui sont les baigner dans des grandes cuves, beaucoup de produits chimiques, beaucoup de produits chimiques. Souvent, c'est les bois qu'on voit jaunes. Tous les bois jaunes, généralement, c'est des bois d'imprégnation. OK. Voire pire encore, les bois qui sont, verts, c'est des bois d'imprégnation pour l'extérieur. D'accord. J'ai rarement vu, je suis en train de réfléchir, j'ai rarement vu du bois jaune ou vert.
Mais maintenant, je vais prêter l'œil, pour voir, la différence. Alors ensuite, après donc la conception, le choix du bois, on a la taille et c'est pas la taille en hauteur, c'est la taille du verbe, tailler et ça prend quoi en compte? Alors, tout tout le métier du charpentier, en fait, il part du principe qu'on va pas tailler directement sur le toit. On va d'abord faire un dessin, une épure, qui va nous OK. permettre de tracer et tailler nos bois à notre atelier ou au sol. OK et donc du coup, une fois que vous avez fait ce dessin-là, donc vous découpez le bois pour qu'il soit, déjà à la bonne taille et donc c'est un pré-assemblage, en fait? C'est ça. On peut ensuite préassembler pour voir que tout va bien et qu'une fois qu'on sera à, 4, 5, 6 mètres, 20 mètres de hauteur, on n'ait aucun souci. On ne se Oui. pose plus la question de savoir s'il faut couper un morceau ou pas. Oui, oui, j'imagine que du coup, c'est moins pratique, si on se retrouve, tout en haut d'une maison et qu'on se rend compte, que c'est pas les bonnes dimensions, ça peut poser problème. Donc effectivement, ça a du sens, dit comme ça. Et alors une grande, grande, grande partie de ton travail quand même, parce que là, on a parlé de plein d'aspects, mais finalement, celle qui te prend le plus de temps, c'est celle-ci, c'est la mise en œuvre. Ouais, exactement. Bah, la mise en œuvre, ça va être toute la partie chantier. Donc la partie chantier, ça va englober, de poser un échafaudage, d'enlever l'ancienne toiture, de préparer les surfaces et ensuite de lever la charpente et donc ça, c'est vraiment ce qui nous prend un temps faramineux. Ça va être la démolition, l'évacuation des gravats, le réglage aussi de la charpente. Donc sur un chantier, on va dire que pour, 3 jours de taille, on va mettre, 1 semaine, 2 semaines D'accord, ah à, oui, effectivement, ça fait un préparer et ratio, lever l'ouvrage. assez, considérable. OK, bah, en tout cas pour toutes ces parties-là, c'était très clair. J'ai l'impression de m'y voir. J'ai l'impression que je suis capable de construire une maison maintenant. Enfin peut-être pas, mais voilà, c'était vraiment très clair. Du coup, on va regarder des détails un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus, Mmh. dans le concret, dans la vie de tous les jours, par rapport à ton métier. Donc déjà, toi, en tant que charpentier, donc tu nous as un petit peu expliqué le principe, tout à l'heure, mais du coup, est-ce que tu es plutôt amené à travailler seul ou plutôt en équipe? Alors, je sais pas si Hugo, si tu m'entends? Ah OK, Alors toujours en équipe. On travaille jamais seul sur un chantier parce que OK. vous m'entendez toujours? Ouais, en fait, on a un très, très gros décalage, sonore, mais c'est pas grave, on va faire, avec. Donc tu nous disais toujours en équipe, travailler seul sur un chantier, ça peut être dangereux? C'est dangereux, c'est et on c'est vraiment pas pratique. On peut pas se permettre, on prendrait trop de temps à travailler seul. D'accord et est-ce que toi, du coup, dans le cadre de ton métier, tu as des déplacements pro? J'imagine que les chantiers sont pas, tous, concentrés au même endroit? Non, bah, moi je travaille, sur, toute l'Île-de-France à peu près, donc on c'est toujours des déplacements de toute manière. On est toujours d'un chantier à un autre, ça il y a pas on peut pas travailler en distanciel Et il t'arrive malheureusement. de sortir de l'Île-de-France? Très peu, ça va être pour des amis ou de la famille, mais sinon, c'est trop compliqué de gérer un déplacement longue distance au niveau des machines, au niveau des approvisionnements. Ça augmenterait les prix et il y a des charpentiers partout, donc il y a pas OK. de raison que moi je me déplace. C'est un métier, encore assez répandu. Je dis encore parce qu'on a l'impression que tout s'industrialise et cetera, mais ouais, moi ma question c'est ça, est-ce que c'est encore un métier très répandu, en France?
Pas du tout. Il y en a, mais on manque d'ouvriers qualifiés, donc c'est heu, c'est de plus en plus rare de trouver des vrais chantiers, mais il y en a toujours, donc dans toutes les régions de France, il y a toujours moyen, il y a juste beaucoup plus OK, d'attentes. d'accord. Oui, ouais, du coup, voilà, ça correspond un petit peu à ce que je pensais, mais il y a quand même moyen de moyenner, donc c'est plutôt cool. Alors au niveau de tes horaires, j'imagine que c'est peut-être pas comme une semaine, typique, si tu étais, employé dans un bureau, par exemple. Quel type d'horaire tu es amené à faire? Est-ce que tu travailles parfois les week-ends, parfois en soirée? Comment ça se passe? Alors, je travaille en soirée pour, principalement établir les devis, faire un peu d'administratif, même si en ce moment j'essaye de plus en plus de on a recruté quelqu'un qui s'occupe de le faire, de faire toute cette administratif à notre D'accord. place. Le week-end, j'ai arrêté parce que ça sert à rien. C'est prendre, travailler le week-end, c'est se presser alors que les choses avanceront pas beaucoup plus vite. D'accord. Et après, par contre, les horaires en journée sont assez étendus. Je me lève à 5h30, je pars au chantier à 6h30 et je rentre, vers, entre 19h et 20h. Ah oui, quand même, c'est d'accord. Hem et le taux horaire au niveau de la rémunération, il est toujours, le même? Ou, parce que tu te lèves très tôt ou parce que tu peux finir très tard, il y a parfois une meilleure rémunération? Alors, moi, je suis indépendant, donc c'est moi qui gère mon salaire, donc c'est un peu compliqué. Dans les personnes qui sont salariées d'entreprises, standards, on est sur généralement des 39 heures semaine. OK. Après, on dépasse toujours un petit peu, mais c'est des métiers où on peut facilement négocier des heures supplémentaires, c'est assez naturel. OK. Du coup, ton environnement de travail, c'est surtout, heu, sur des chantiers en intérieur, sur des chantiers en extérieur? Est-ce que tu es en bureau parfois? C'est quoi ton environnement? À quoi il ressemble? Extérieur, on est toujours dehors. Vous êtes toujours dehors? De temps en temps, on fait un escalier, OK. on pose un parquet de temps en temps, le reste du temps, on est toujours dehors. Et au niveau du relationnel, dans ton équipe, comment est-ce que tu définirais, la relation entre vous? Est-ce que c'est une relation de confiance? Est-ce que c'est de la camaraderie? Est-ce que c'est au contraire, beaucoup de discipline? Alors, moi, je travaille avec des gens que j'aime beaucoup, qui étaient déjà des amis de base, donc on a des très bonnes relations, dans l'équipe. Il y a une relation de confiance qui est essentielle parce qu'on a énormément de dangers sur les chantiers et on ne peut pas se permettre de ne pas avoir confiance avec la personne avec qui on travaille. Ce serait un vrai danger. Mmh mh. Après, j'ai vu des équipes où, l'ambiance était plus morne, mais sur chantier, il y a quand même quelque chose qui est indispensable, c'est, d'avoir au moins confiance dans les qualités sécuritaires et structurelles des collègues. Ouais, ouais, sinon ça peut commencer à devenir dangereux. Je peux comprendre, ça. Moi, je me demandais du coup de faire ce métier-là, parce qu'on va le voir après, il peut y avoir des conditions de travail un petit peu, très même, rudes. Du coup, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ce travail-là? Ça peut être plusieurs choses. Bah, alors moi déjà, je suis à la fois content de travailler dehors, je préfère, j'aime assez peu, les travails d'intérieur Mmh mh. et puis, bah, on construit des maisons, c'est pas mal quand même. Ça fait des projets qui sont en rapport direct avec le client, il y a des résultats qui sont visibles tout de même et Mmh. surtout qui, en plus d'être visibles, qui sont pérennes, qui durent dans le temps, qui
je pars du principe que je fais des bâtiments qui survivront, qui me survivront en tout cas, Mmh. le jour où je pars Ouais. en retraite ou, quand on ira m'enterrer normalement. Tout ce que j'ai construit sera toujours debout et C'est ça un fait peu, plaisir quand même. c'est un peu un héritage que tu laisses derrière toi, quoi. Oui et puis, ça a beaucoup de sens. Je fais un métier où c'est quand même dur d'avoir une perte de sens de son métier. On sait ce OK, qu'on fait. OK. Et je voulais juste, adresser un autre point, bah, qu'on verra, juste après en regardant ton parcours. Mais tu m'as signifié hier, que tu avais un grand intérêt, bah, en tout cas pour l'environnement, si ce n'est, l'écologie. Et Mmh. justement, bah, dans ce que ça t'apporte, est-ce qu'il y a cette dimension aussi? Parce qu'on va voir que le métier de charpentier, ça t'est surtout venu par rapport à cette dimension environnementale. Qu'est-ce que ça t'apporte comme satisfaction ou comme espoir peut-être, par rapport à l'environnement? Ben, ça après c'est l'impulsion que nous on met à notre métier. On essaye, moi j'essaye de faire des chantiers où on va utiliser le moins de traitements possible. On va isoler avec des matériaux biosourcés, on essaye de mettre les isolations en paille en avant, les revêtements en terre, en chaux, donc on va s'éloigner de l'acier, on va s'éloigner du béton. Heu, on va s'éloigner de matériaux qui ont des fortes énergies grises. On va essayer d'avoir des bâtiments les plus, avec le moins de dépenses énergétiques et en même temps des bâtiments isolés. Donc OK. ça il y a un vrai impact environnemental en tout cas, entre, les bâtiments que je construis et le même bâtiment construit en béton avec des, performances énergétiques, moindres. Mmh. Mmh mh. Mouais. Bah, on a une première question qui est arrivée de la part d'Alima. Merci beaucoup Alima, d'avoir posé cette question, qui te demande: «C'est quoi ta mission préférée?» Ah! Ma mission préférée? Je pense, le type de chantier ou le type de construction que tu préfères ou que tu as préféré? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est, les surélévations, c'est, rajouter un étage à une maison OK. Ah ouais, je savais même et c'est pas, vraiment c'est très répandu à Paris parce qu'on peut plus, comme on peut plus aller sur les côtés, on va vers le haut. La construction bois se prête bien à l'exercice parce qu'on est sur des constructions qui sont très légères, donc qui rajoutent pas un poids gigantesque au bâtiment mmh. et c'est toujours rigolo il y a beaucoup de points techniques à prendre en compte, donc rajouter un étage ou 2 à une maison, c'est toujours drôle. Ah, je suis hyper curieuse du coup, je me demande comment on peut enfin ça prendrait, beaucoup, beaucoup trop de temps, d'expliquer, mais je suis hyper curieuse de ça, enfin de voir ça. Est-ce que Hugo, tu es amené à parler, d'autres langues que le français dans le cadre de ton travail? Heu, oui et non, disons qu'on baragouine beaucoup, quand il y a des corps de métier qui, sont étrangers. Après, il y a un peu de portugais, beaucoup de langues de l'Est, hein, donc mais généralement on parle en russe, OK, mais on baragouine. OK. Là, tu pourrais pas me faire une phrase en russe, par exemple? Non, non, à part te dire qu'une voiture c'est une máquina, spasiba pour dire merci, Ouais, les privyet classiques, pour dire salut, ouais. OK, voilà. Puis OK, le reste, bon. On beaucoup de n'aura gestes. pas on n'aura pas notre cours de russe aujourd'hui, les amis, c'est pas grave, on va continuer. Donc on a vu ce que ça t'apportait, on a vu les côtés, positifs, qui étaient associés à ce travail pour toi. Est-ce que tu peux nous dire, bah, de toute façon, on en parlera plus tard aussi, mais est-ce que tu peux nous indiquer peut-être des points moins positifs relatifs à ce métier? Ben, c'est un peu les mêmes que les points positifs, c'est juste le revers de la médaille, c'est que c'est des métiers qui sont très fatigants, qui sont c'est travailler dehors, c'est lourd pour le corps, on le sent.
On porte pas forcément des charges très, très lourdes, au contraire, mais par contre, on porte beaucoup sur la journée. Mmh. Donc, on est dans des environnements qui sont, souvent en pente, les échafaudages, donc c'est très physique sur le corps. Mmh. Heu, on est souvent en danger, donc voilà, il y a quelque chose de très fatigant dans le métier. Oui, il y a aussi, Et plus les intempéries plus OK. Ouais, donc les éléments extérieurs, le travail en lui-même et puis j'imagine aussi, il y a le travail, la fatigue physique, mais le fait de rester concentré pour faire attention, vu qu'il y a quand même des dangers sur les chantiers, ça doit également être fatigant cet effort mental, constamment. c'est ça, rien que le fait de tenir debout sur un toit qui est incliné, Mmh. Mmh. juste ça, on sent une fatigue à la fin de journée, juste le fait d'être toujours sur un plan incliné, par exemple. Ouais, oui, Alors bah, quand il c'est pleut, mmh. c'est d'autant plus harassant. Ouais, non, mais c'est compréhensible, enfin, oui, c'est tout à fait logique. S'il y a des personnes C'est qui très me sali regardent pardon? et c'est très salissant comme métier aussi. Ah oui, c'est très salissant, OK, d'accord. Bah, Ouais. j'espère que tu as une, bonne marque, de lessive, qui t'est, fidèle au poste, pour aider avec ces soucis. On va regarder, bah, ton parcours, tout simplement. Comment est-ce que tu en es arrivé, à faire ce métier de charpentier? Donc toi, Hugo, tu as commencé par un bac S spécialité maths, c'est ça? Oui. Alors pour les personnes les plus jeunes d'entre vous, qui nous regardent, le bac S, tout simplement, c'était le bac scientifique. Donc ça mettait, principalement en avant des matières scientifiques et donc il y avait des plus gros coefficients quand on passait le bac sur les matières scientifiques et tout le monde choisissait, une spécialité et donc les bacs scientifiques pouvaient choisir une science en spécialité. Donc Hugo avait choisi les maths et après ça, tu as fait un an, d'études. Je dirais presque à l'opposé, du bac S. Mmh. C'était en sociologie? Voilà. Oui, la sociologie, j'ai toujours bien aimé la sociologie. Je voulais, juste avoir les bases pour, bien aborder des lectures quand on lit, un ouvrage de sociologie, c'est bien d'avoir quelques connaissances pour pouvoir aborder de façon claire la manière de travailler des sociologues. OK, d'accord. Donc c'était vraiment par pure, curiosité et intérêt personnel pour la sociologie, du coup, que tu as fait, cette Oui, année d'études-là? c'est ça. OK, d'accord. Après ça, tu as commencé à travailler, directement. Hem Mmh. Pourquoi est-ce que tu n'as pas poursuivi ces études, du coup, pourquoi est-ce que tu t'es pas réorienté? Ben, je savais pas trop quoi faire à l'époque, c'était pas très, très clair et en même temps, j'avais plus du tout d'argent. Donc OK. je pouvais, fallait que je paye le loyer, à bouffer, en plus j'étais parti m'installer à Paris, donc avant j'habitais à Brest, qui est quand même Ouais. une ville beaucoup moins chère. Donc au moins, j'ai fait de l'intérim. Donc il y a pas besoin de savoir faire grand-chose, il suffit juste d'être disponible et on peut travailler beaucoup, 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 beaucoup et mais j'avais quand même en tête de m'ouvrir petit à petit mettre de l'argent de côté et m'ouvrir des droits au chômage D'accord. pour, OK. me former, en étant plus stable que si j'avais été au RSA. Ouais, donc tu voulais, en soi, tu voulais cotiser en travaillant assez pour pouvoir être confortable, lorsque tu serais en période d'études, par la suite. C'est ça. Donc en fait, tu avais quand même une idée assez, précise derrière la tête. C'était assez malin, de faire ça, à l'air de rien. D'appréhender le fait de faire ça, mais dans plusieurs années. Oui, alors après, au début, je voulais travailler que 1 an. Et je me suis fait avoir par, ce qui arrive à beaucoup, beaucoup de gens, c'est on commence à travailler et comme on a un salaire, on a du mal à arrêter. Mmh. Pas parce qu'on aime notre travail, au contraire, je détestais l'intérim, mais il y a un salaire. Ouais.
Et ça arrive très souvent. C'est un des pièges quand même quand on décide de s'arrêter pour travailler, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne reprennent pas leurs études derrière et qui continuent des travails peu qualifiants. OK. Mais toi, c'est pas ce que tu as fait et tu es, parti, bah, tu t'es mis au chômage, donc avec tous les droits, que tu avais cotisés, enfin tout ce que tu avais Mmh. cotisé, ça t'a ouvert des droits au chômage et en parallèle de ce chômage-là, tu as pu te former. Donc qu'est-ce que tu as fait comme formation? Alors, j'ai fait un CAP en 1 an avec le GRETA. Donc le GRETA, c'est des formations pour adultes. Il y a un autre organisme qui s'appelle l'AFPA. Mmh. Alors, il y a 2 manières de fonctionner. L'AFPA, il faut faire attention parce que le GRETA donne des diplômes, alors OK. que l'AFPA donne des équivalences. OK. Donc il y a des métiers où les diplômes sont plus reconnus que les équivalences et il faut Mmh. faire attention à ça. D'accord. Au moins le GRETA, c'est une valeur sûre parce qu'à la fin, j'ai le même diplôme que quelqu'un qui serait passé par, l'école, standard. Mais par D'accord. contre, c'est des formations qui sont resserrées en 1 an Mmh. et très denses. Oui, bah, j'imagine si ça fait l'équivalent d'une formation sur plusieurs années en 1 an, ça doit être assez fourni. Tu avais quoi comme, volume horaire, de cours, de formation, par jour, par semaine? Alors, c'était on faisait 35 heures de formation par semaine Ah oui, quand même. avec, avec des stages pendant les vacances. Le problème, c'est que c'est des formations qui sont vraiment très courtes et il faut travailler à côté. Donc moi, j'avais déjà à ce moment-là l'envie de faire, un diplôme après le BP. Mmh. Heu, ah oui, d'ailleurs, marqué BEP, c'est D'accord, BP. oui, pardon. C'est les et en fait, par contre, ça, c'est un diplôme qui, lui, demandait d'avoir un très bon niveau CAP et pas juste le diplôme. D'accord. Donc je travaillais dans le train en allant, au lycée, je travaillais dans le train en revenant du lycée, je travaillais le soir. Donc je faisais ma journée et je travaillais environ 4 ou 5 heures de plus, Ah oui, donc mais tu étais vraiment, il y tout avait seul. quand même une réelle motivation, une réelle passion, derrière le métier bah, de charpentier, en fait? C'est des métiers qui sont prenants. C'est dur de les faire à moitié. Ouais, OK. C'est très dur c'est un métier qui est difficile de faire à moitié. Mais tu penses que c'est difficile de le faire à moitié parce que le métier est comme ça ou parce que c'est aussi inhérent à ta personnalité? Bah, un peu les 2, mais j'ai rarement rencontré de charpentiers qui étaient pas passionnés par leur métier. Mmh. De toute manière, c'est des métiers où on a beaucoup de responsabilités et Mmh. ça nécessite d'avoir des connaissances gigantesques pour pouvoir endosser la responsabilité. Heu, Quand je construis une maison, je suis seul responsable de ce que je suis en train de faire. Ouais. Donc, c'est pas le client, c'est pas l'architecte, c'est pas le bureau d'études. À la fin, ce sera, en tant que charpentier, je suis sachant et c'est moi qui endosserai la responsabilité, même si l'architecte qui m'a demandé de faire une erreur. Mmh. Ouais. Ouais, donc oui, effectivement, Donc on a une il faut obligation être, de connaissance et très mmh. On a une question d'Alima qui nous demande, bon alors toi du coup c'est pas ton cas, mais peut-être que tu vas savoir. Est-ce qu'on peut faire ce métier avec un bac pro? alors, il y a des bacs pro charpente. Après on peut, comment dire? Faut, à mon sens, dans les études, traditionnelles, si on en 1er cursus, en fait, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui va être le bac pro qui, lui, va plutôt nous emmener vers des BTS et OK. donc là, on est plutôt dans la partie, bureau du métier où, c'est faire juste de la conception et du dessin. OK. Et on a de l'autre côté le CAP
donc le certificat d'aptitude professionnelle, qui peut être suivi d'un brevet professionnel, qui eux sont des métiers, qui eux sont des diplômes de chantier plutôt. Après, rien n'empêche de faire l'un ou l'autre et d'aller, au chantier ou d'aller au bureau, mais c'est des formations qu'on les bacs pro, BTS ont plus vocation à aller dans les bureaux et les CAP, BP ont plus vocation à aller sur les chantiers. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond CAP et BP? Et pardon pour la petite coquille, c'est pas un BEP, c'est un BP. Alors, CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. OK. Donc, le CAP, c'est vraiment le diplôme de base d'un ouvrier, qui c'est un diplôme qui va lui donner, les aptitudes professionnelles à exercer le métier de charpentier ou d'un autre métier en fonction du CAP choisi. Et le brevet professionnel, c'est une seconde formation en 2 ans qui, elle, va former des chefs d'équipe. Donc c'est D'accord, un OK. diplôme qui est beaucoup plus dur. Donc toi, tu es chef Mais d'équipe alors? ouais. OK, d'accord, OK. Ah, je l'ignorais. OK, bah, alors merci beaucoup, de nous avoir expliqué ces étapes-là, de ton parcours et de nous avoir un peu, rodé, quant aux termes, techniques, aux appellations, aux diplômes et cetera. Maintenant, on va passer à un côté un petit peu plus, léger, un petit peu plus divertissement. Chez My Future, on aime bien, jouer au jeu du CV ou au jeu du recruteur et donc bah, là, on va pas y faire exception, hein, on va y jouer. Donc je suis, recruteuse ou recrutrice, je ne sais jamais comment on dit et il va falloir que tu m'expliques pourquoi avec, bah, les qualités, les compétences, que tu es particulièrement qualifiée pour faire le métier que tu fais actuellement. Donc dans un premier temps, il y a la compétence, assiduité. Donc pourquoi l'assiduité? Alors, l'assiduité, c'est juste le fait de venir. On travaille en équipe, donc on respecte son partenaire et on vient. Parce que le D'accord. jour où je viens pas, c'est lui qui doit tout porter, il va se mettre en danger. Il pourra pas travailler, en fait. Donc Mmh. on vient pour respect, pour les autres. Parce que moi, j'ai une question du coup par rapport à cette compétence-là. Tu n'es pas tenu de venir? C'est vraiment toi qui décides si tu viens? Bah, après on fait toujours ce qu'on veut, hein, si Ouais. j'ai envie de rester dans mon lit, je vois pas ce qui m'en empêcherait, oui. Tu pas, peur, de te faire, virer d'un chantier, par exemple, si tu viens pas? Au-delà du respect pour les autres, pour le travail d'équipe, il y a pas une possibilité de se faire, renvoyer, si tu viens pas sur le chantier? Alors, c'est tellement dur de trouver un charpentier que, je me ferai pas virer pour ça. D'accord, OK, donc il y a vraiment, c'est plus, ta volonté, personnelle et donc ta propre assiduité plutôt que, une épée de Damoclès au-dessus de la tête à se dire: «Ah, si je viens pas, il y aura peut-être, une conséquence, quoi». Non, si je viens pas, j'ai à m'en vouloir qu'à moi-même. OK, OK, bah, c'est non, mais c'est intéressant parce qu'il y a la plupart, des bah, des exemples de travail qu'on peut avoir, il y a pas on se ne pose pas la question, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est remplaçable rapidement. Donc le fait d'être un ouvrier, qualifié, l'air de rien, ça fait on est une petite exception et du coup, on est, plus, demandé et plus indispensable. Alors Mmh en mh. seconde compétence, tu nous as dit alors là, c'est un petit peu obscur, il va falloir que tu nous éclaires. Tu nous as dit les règles de l'art. Qu'est-ce que c'est? Alors les règles de l'art, c'est tout ce qui, englobe les connaissances du métier. C'est comme ça qu'on les appelle, toutes les connaissances qui font partie du métier, la manière de faire une charpente, la manière de choisir ses bois. Toutes ces petites choses-là seront répertoriées, dans les règles de l'art. Mais alors même au niveau de la loi, on verra des choses écrites où il y a marqué, «Le bâtiment doit être construit selon les règles de l'art», point. Et après, c'est à D'accord, l'ouvrier de savoir ce que ça veut dire. OK, donc c'est tout un ensemble de codes, d'accord et toi tu les maîtrises, ces règles de l'art?
Voilà. Alors je t'ai pas je ne t'entends plus, je ne t'ai plus entendu. Je ne sais pas si tu les maîtrises ou pas? Est-ce que je les maîtrise? Ouais, Oui, alors, août, ce serait prétentieux. Heu, Souvent, du devoir du charpentier de connaître, toutes les facettes de ce qu'il faudrait beaucoup plus d'une vie pour les connaître toutes. OK, Donc OK. Donc OK. donc je continue On d'apprendre. continue d'apprendre, mais tout le monde, hein, continue d'apprendre, on peut avoir une maîtrise et continuer, d'apprendre quand même pour se perfectionner, toujours. Et en troisième compétence, alors, toi Hugo, tu nous donnes des Mmh mh. titres de compétences qui sont quand même assez, comment dire? Assez uniques par rapport à ce qu'on entend souvent. Ah, La troisième compétence, le plaisir de faire. Qu'est-ce que c'est? il faut avoir envie de venir quand on est charpentier. Il faut avoir envie de faire ce métier parce que c'est un métier qui est difficile, qui est très prenant, qui demande beaucoup de responsabilités. C'est important de prendre du plaisir à venir le faire, sinon c'est pas possible. On peut Mmh. se on peut pas venir tous les matins si on n'aime pas ce métier-là. On peut pas ressortir sous la pluie tous les jours en hiver. Il y Mmh. a il y a vraiment une nécessité d'aimer ce qu'on fait. Mmh. Ouais, bah, c'est logique donc l'assiduité, les règles de l'art, le plaisir de faire. Alors, il y a une toute petite erreur, visuelle, si vous regardez la carte, qu'on a choisie pour illustrer, le CV, en tout cas les skills, d'Hugo. L'assiduité est à 2/4, les règles de l'art à 3/4 et le plaisir de faire à 4/4. C'est, l'intensité, des compétences, l'intensité à laquelle s'expriment ses compétences, en tout cas selon Hugo. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu avec nous et tu nous as indiqué quand on t'a demandé, de nous parler, d'un personnage qui a marqué ton enfance, tu nous as parlé de Sacha dans Pokémon. Alors je sais qu'il est iconique, qu'il est légendaire, mais pourquoi Sacha? Bah, parce qu'il est un peu teubé et qu'il fonce tout droit. OK et toi tu t'identifies à Sacha ou c'était juste parce qu'il t'a marqué? Ah non, on bosse comme ça vient, OK, on fait comme OK. ça vient, on y va, on regarde, on essaye. Toi aussi, tu fonces, tout droit? Oui, bah, on part du principe qu'on sait faire, alors on y va, hein, c'est le principe en charpente, on se pose pas beaucoup de questions. OK. Mais ouais, j'imagine que ça pourrait être peut-être plus simple, de faire des métiers de charpente avec de l'aide, de certains Pokémon, avec leurs habilités. Ça pourrait être plutôt pratique. Mais bon, pour l'instant, tu dois compter juste, sur ton Mais propre il y a même talent un et tes Pokémon propres charpentier, hein. compétences. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Il y a même un Pokémon charpentier, hein, mais Ah oui, 4e génération. je tu es Ouais. beaucoup plus calé que moi, sur les Pokémon. Moi, mon savoir laisse trop à désirer sur ça. On va enchaîner. Merci beaucoup Hugo, d'avoir joué avec nous, d'avoir joué le jeu. Pour, conclure, ce live, on va regarder, les clichés qui peuvent être, attenants au métier que tu fais ou en tout cas au milieu dans lequel tu travailles. Donc, dans un premier temps, on a comme cliché: «Les charpentiers ne font que couper du bois». Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Alors, souvent, on résume la charpente au fait de couper du bois. Heu, il y a énormément de choses qui se passent à côté qu'il faut surtout pas oublier. C'est qu'on comme je disais tout à l'heure, on va couper du bois pendant 2 jours et ensuite on va passer une semaine à, préparer le terrain. Donc on va Mmh. casser des murs, enlever du plâtre. C'est toutes ces choses-là qu'il y a autour du métier. Alors, on va aussi un peu dessiner, hein, on va aussi, réfléchir, une partie du temps. Donc couper le bou faire la taille, couper le bois, c'est vraiment un tout petit moment
et voire même, c'est un moment qu'on ne fait plus parce que si on a des stagiaires ou des apprentis, c'est eux qui vont tailler pour qu'ils apprennent. OK. Donc je peux passer des mois et des mois sans couper le moindre bout de bois, heu, sauf peut-être un coup de tronçonneuse de ci, de là, pour si le petit s'est OK. trompé, mais OK, donc en fait, ouais, la charpente, c'est pas, on peut s'imaginer que c'est vraiment: «Ah, je coupe du bois, je construis, des toits et cetera». Donc comme tu nous l'as expliqué, déjà, c'est vous faites beaucoup plus de choses que juste, enfin que juste, c'est déjà beaucoup, mais que juste, travailler sur les toits. Vous faites, des mmh, structures entières, vous faites beaucoup de choses, vous faites de l'extérieur et cetera. Et puis, bah, comme tu viens de nous le dire, l'aspect, coupe, ne représente qu'une toute, toute, toute petite partie, de l'ensemble, du travail. Donc voilà, et un second cliché que tu nous as indiqué, et c'est vrai que c'est un cliché qu'on entend souvent et qu'on a de la peine à défaire, c'est que les filières pro sont des filières poubelles. Hem, d'où vient ce cliché à ton avis et comment est-ce que tu souhaites y répondre? alors le cliché, il vient tout simplement que c'est utilisé comme filière poubelle. On part du principe que, les élèves, qui, ont de mauvaises notes, doivent aller en filière professionnelle et ensuite, j'ai vu des lycées pro où, les filières étaient choisies quasiment au sort. Mmh. On se posait même pas la question de savoir ce que l'enfant voulait, on en mettait un en métallurgie, un en charpente, un en menuiserie et puis, Mmh. hasta la vista. Heu, Mmh. le grand problème de ça, c'est que, en vérité, les élèves qui sortent de ce genre de filière ne sont pas charpentiers à la fin. Parce qu'on c'est un métier qui est trop difficile pour y aller à contrecœur et ressortir charpentier à la fin. C'est pas possible. On Ouais. donc ça donne des situations plutôt complexes. Hem, il faut sortir de là parce que ceux qui réussissent à faire ce métier, c'est ceux qui ont envie de le faire. Donc c'est soit des gens qui se réorientent sur le tard ou alors les, rares gamins qui sont, passés par là par hasard et qui ont aimé le métier tout de suite. D'accord. Mais, on est vraiment pas beaucoup à la fin, à devenir charpentier. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que, les débouchés quand on a fait, une filière pro, peuvent être très intéressants et très enrichissants quand on est passionné par ça, quand c'est ce qu'on a envie de faire, mais que c'est Mmh. utilisé comme une filière poubelle parce qu'on ne prête pas attention à ce que les enfants veulent. Oui, c'est Voilà, ça et donc puis des fois, c'est des filières dans lesquelles on peut commencer très tôt et malheureusement, il y a des fois où, à 14 ans, on sait pas ce qu'on veut faire mmh. et si ça se trouve, des enfants qui, commencent à 14 ans, ils reviendront que quand ils auront la vingtaine parce qu'entre temps, ils auront évolué et ça leur correspondra mieux. Mmh. Oui, c'est tout à fait clair. Ben, en tout cas, merci, beaucoup d'avoir répondu à ces clichés, nous avoir expliqué, bah, toutes ces choses-là. C'est vrai que même si la charpente et de manière générale les filières pro, tout ce qui est le travail, de la matière, l'artisanat et cetera, on a l'impression qu'on sait en quoi ça consiste, mais quand on n'est pas dedans, on ne sait pas vraiment finalement. Donc, merci beaucoup d'être venu, nous apporter toutes ces précisions et ces explications. Hugo, on va finir, le live avec, bah, freestyle. Tu dis ce que tu veux, si tu as un message à passer, peut-être des conseils pour les élèves qui nous écoutent, même si tu as une anecdote marquante, que tu as envie de nous raconter. Voilà, vas-y, tu as carte blanche. Bah, en message important, c'est faut de ce qu'on disait juste avant, faut venir dans la charpente si on aime les structures, pas si on aime le bois. Si vous aimez le bois, faites de la menuiserie, de l'ébénisterie, c'est très bien aussi et là, vous avez un rapport à la matière. En charpente, on fait un métier de construction de bâtiments, on est dans le BTP pur et dur et faut aimer les structures. Faut aimer la Mmh. structure, faut aimer les grosses poutres, faut aimer ce genre de choses. Mmh. Donc, c'est pas la même échelle, on travaille sur des échelles qui sont trop grandes pour nous, donc on bosse en équipe. Voilà, ça, c'est ça qui est important dans le métier. Si vous aimez ça, vous pouvez venir et il faut aimer être dehors aussi, c'est important. OK.
Dans les anecdotes, anecdotes marquantes, c'est compliqué parce que, il y a des jeunes qui nous écoutent et à chaque fois, ça se termine par quelqu'un qui s'est blessé. Donc, D'accord. Bah, peut-être pas. On va faire comme si, voilà, il y a pas la partie anecdote. On va aller directement au voilà. conseil. Et le conseil, non, le conseil, c'est vraiment faut trouver la filière qui plaise. Faut trouver la filière qui plaise parce que dans toutes les filières professionnelles, il y a beaucoup plus de complexité que ce que la filière laisse à imaginer. Mais alors, Donc comment faut est-ce qu'on peut trouver le trouver la filière qui nous plaît? Comment on fait pour savoir comment tu as fait toi, pour savoir que ça te plaisait d'être charpentier? Comment on fait? bah, chose que j'ai pas dit, c'est que, quand j'avais, 14 ans, je me suis, fait, exploiter, sur le chantier, d'un du de mon prof d'escrime qui m'a, embauché pendant, les 2 mois d'été, pour, refaire tout le toit de sa maison. D'accord. À l'époque, ça m'a pas plu du tout parce qu'à l'époque, j'avais peur du vide et je portais des sacs de plâtre et ça a été, voilà, des années plus tard où je me suis dit: «Il y a un truc, ça m'a» comparé à ce que les travails de bureau me proposent aujourd'hui, est-ce que ce serait pas plutôt ça qui me Mmh. tend les bras? Et après, j'ai eu aussi de la chance avec la charpente parce que, je suis tombé amoureux du métier très rapidement et mais faut tester les métiers. Ouais. Faut aller voir, faut faire des stages, faut aller voir. Sinon, on peut pas savoir. Mmh. Donc en fait, c'était ça ton anecdote marquante? C'était que tu as refait, le toit de ton prof d'escrime, quand tu avais, 14 ans? Ouais, que j'ai passé, la première semaine à 4 pattes sur l'échafaudage parce que, j'avais la frousse et qu'à la fin, je marchais sur les pannes du toit en mode: «Wouh!» OK, bon, ne faites pas ça, chez vous, hein. Si vous nous regardez, ne faites pas «Ouh!» sur les toits, Non, seulement en présence de n'importe quel toit professionnels. d'ailleurs. Pardon? Seulement en présence de professionnels et ne pontez pas sur votre toit, c'est très dangereux. Voilà, voilà, très bien, c'est très bien dit. OK, bah, merci beaucoup Hugo, d'avoir été avec nous, pour ce live. C'était super intéressant, ça m'a donné envie d'aller, voir, des chantiers, en tout cas, en ce qui concerne la charpente. C'est vraiment hyper intéressant. Merci aux personnes, qui nous ont regardés. J'espère que vous avez appris, des trucs. Peut-être que ça a éveillé une curiosité, en vous. En tout cas, je l'espère et puis, bah, voilà, vous nous connaissez, on vous fait plein de live métiers, on reçoit plein de professionnels et on parle ensemble pendant 45 minutes à 1 heure de leur métier. Donc si vous avez apprécié ce format, bah, revenez, vous êtes les bienvenus. Et sachez aussi que sur nos réseaux sociaux, on vous fait plein de contenus exclusifs par rapport, bah, au monde du travail, à l'orientation, aux études. Donc, vous êtes les bienvenus. Allez checker ça si vous voulez. Et je vous dis bah, très très bonne journée et à très vite. Au revoir. Au revoir.